Oui, alors oui, une lecture totalitaire, dans un État totalitaire, est bien sûr orientée et Marx mérite mieux qu'une lecture purement totalitaire. D'ailleurs, en français, on fait la distinction entre les marxistes et les marxiens. Alors, les marxistes, ce sont ceux qui suivent un parti marxiste ou une idéologie marxiste. Et les marxiens, ce n'est pas les martiens, c'est les marxiens. Ce sont ceux qui étudient Marx et qui étudient le philosophe, étudient l'économiste, étudient le penseur. Alors, eh bien, je ne sais pas si Marx a encore une influence dans la pensée occidentale, mais c'est dommage parce qu'il a dit des choses extrêmement importantes, extrêmement essentielles, comme par exemple l'existence de la plus-value, qui, à mon sens, est encore d'actualité et même indépassable. Il a dit à propos de la religion que c'était l'opium du peuple. Je pense que ce sont des phrases très fortes, il y en a d'autres, qu'on devrait continuer à méditer. Mais il est bien évident que le communisme réel, comme on dit, tel qu'il a eu lieu dans les pays d'Europe de l'Est et en Chine et ailleurs, a détruit complètement l'image du marxisme et il faudra encore, me semble-t-il, un certain temps avant que Marx redevienne lisible et d'actualité. Mais je partage votre point de vue, la lecture totalitaire est à bannir. Il faut avoir une lecture critique de Marx, une lecture évolutive, une lecture, je dirais, actuelle. Et ça ne peut pas se faire avec un engagement politique militant, dogmatique. C'est pas possible. Une vaste question. Il y a plusieurs questions dans votre propos. Alors, premièrement, quand Lacan a dit vous voulez un maître, je crois qu'il avait raison. C'est-à-dire qu'il y avait probablement un appel inconscient de la part des étudiants au moment du mouvement de mai 68 à ce que le savoir redevienne vraiment consistant, à ce qu'il y ait vraiment une direction, à ce qu'il y ait vraiment un maître, justement, parce qu'ils avaient perçu que le savoir devenait de plus en plus inconsistant, de plus en plus une marchandise, et qu'il fallait donc rétablir quelque chose qui pourrait rassurer et qui, face à la dérélection, face à je dirais, à la dispersion du savoir, il a très bien perçu ça. Et en plus, les étudiants de mai 68 faisaient appel à des dictateurs. Mao Tse-tung, Staline, ils en appelaient à un ordre, ils en appelaient sans très bien prendre conscience de la gravité de ce qu'ils disaient, mais ils en appelaient un ordre qui mettrait fin à cette dérélection du savoir, à la fin, je dirais, de la société patriarcale qui angoissait tout le monde. Et comme disaient finalement les sages, les gens craignent rien de plus que la liberté. Et dès que la liberté, comme disait Dostoïevski, Dieu est mort, tout est permis, c'est pas vraiment ça. Dieu est mort et moins en moins de choses sont permises. Et c'est un peu pour ça qu'ils en appelaient à l'autorité finalement. Et c'est pas le même problème que de vouloir démocratiser, de vouloir en appeler à la démocratie. Je pense que Lacan n'aurait pas, je ne sais pas s'il aurait pris position par rapport à ça, mais je pense qu'il n'aurait pas été opposé à l'idée que les gens réfléchissent sur comment construire une démocratie. Parce que nos sociétés occidentales sont un petit peu essoufflées du point de vue comme ça de leur... bon, la démocratie est installée depuis très longtemps, il y a un rituel, mais il y a un essoufflement et on attend finalement des pays comme le vôtre qui entrent récemment dans la démocratie, qui sont en même temps totalement proches du point de vue culturel, parce que c'est l'Europe,
On attend finalement que vous renouveliez un petit peu cette idée de démocratie qui est, comme disait Winston Churchill, c'est la moins mauvaise des façons de gouverner, il n'y en a pas d'autre. Moi je trouve que moi je suis pour la démocratie malgré ses défauts. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux que la liberté de penser, la liberté d'association, la capacité à critiquer, etc. C'est imparfait, mais c'est évidemment, tout ce qui est sur Terre est imparfait, et comme le disait Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, donc de toute façon, il y aura toujours de la castration, il y aura toujours de l'insatisfaction. Mais la démocratie, oui, il faut continuer à élaborer, et c'est pas tellement les signifiants qui rappellent le totalitarisme que vous devez rejeter, c'est avoir la mémoire de ce qui s'est passé pour pouvoir éventuellement oublier pour avancer, et en même temps se mémoriser ce qui s'est passé pour pouvoir le dépasser. C'est-à-dire que c'est un travail qui est paradoxal et qui est mis en tension entre ce qu'il faut oublier pour continuer d'avancer. On ne peut pas rester fixé sur le passé, et en même temps on ne peut pas non plus oublier complètement le passé, parce que si on oublie le passé, il risque effectivement de revenir. Voilà ce que je peux dire, c'est des généralités, mais c'est une question générale. Hein. Alors une provocation, pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas de promesse de bonheur. Il faut quand même se dire que la psychanalyse a été complètement subversive au du temps de Freud. Ensuite, tout au moins en France, elle a été très à la mode. Donc tout le monde voulait faire une psychanalyse. Donc c'était pas la dernière chose qu'on faisait, mais presque la première. Et que maintenant, de nouveau, effectivement, comme la mode est plutôt des choses qui seraient génétiques ou neurodéveloppementales, en fait, le fait de parler, et sans être dans des protocoles comportementalistes, sans solution, c'est un peu la même chose que tout à l'heure avec le maître. C'est-à-dire que finalement, le fait de ne pas offrir de solution, ben, c'est un peu angoissant. Donc les gens le font peut-être effectivement toujours au dernier moment. Et je pense que ça fait partie de la position subversive de la psychanalyse. Pour moi, c'est pas une provocation, c'est quelque chose qui a à voir avec la subversion. Et donc justement, c'est un peu pareil que de chercher un maître ou pas. C'est une tentation de chercher un maître parce que ça simplifierait bien des problèmes, mais finalement, c'est un chemin que d'essayer de trouver sa propre voie. Je suis radicalement opposé à ce type de loi. Je pense que le fait de généraliser l'incapacité juridique, l'incapacité des malades mentaux est une catastrophe. Je pense qu'il faut aller dans le sens contraire. On peut imaginer que quelqu'un qui a une catastrophe mentale soit protégé un certain temps parce qu'il en a besoin, qu'il soit même, pourquoi pas, interné un certain temps s'il en a besoin, s'il est vraiment dans une... Mais tout le travail thérapeutique, tout le travail soignant, tout le travail de l'environnement doit être dans le rétablissement de cette personne, dans ses droits, dans sa dignité et dans sa trajectoire de vie. Et quand on sait à quel point le fait de donner un statut d'incapable ou un statut d'handicapé ou un statut de, je dirais, de sous curatelle ou sous tutelle, ça ne peut être que provisoire parce que ça a un impact très grave sur le sujet. J'ai reçu un nombre incalculable de gens qui avaient été mis sous curatelle, qui avaient été mis sous tutelle et qui en souffraient pendant très très longtemps.
même si à l'époque la mesure n'était pas fausse, elle n'était pas nécessairement hostile, elle pouvait éventuellement être protectrice, il faut savoir que ça doit être levé le plus rapidement possible et tout le travail doit être non pas d'entrer dans une pérennisation et dans une chronicisation de ce statut, mais au contraire de le faire évoluer et de permettre aux gens de rebondir et de se relancer. Il y a beaucoup de malades mentaux chroniques qui peuvent accéder à une vie sociale, à une vie familiale, à une vie affective, mais pour ça ils ont besoin de temps, ils ont besoin de soutien, et ils ont besoin, je crois, de compréhension et de travail thérapeutique. Et ce type de loi est dangereux, à mon avis, parce que ça fait une équation entre maladie mentale et incapable. Et puis en plus, je pense qu'il faut responsabiliser les gens de leurs actes. Et il faut mettre en tension protection et responsabilisation. Et si on fait que de la protection, on enferme les gens dans des statuts. Et si on fait que de la responsabilisation, on ne les protège pas au moment où il faudrait protéger. Mais en tout cas, il faut avoir avant l'idée qu'il faut les responsabiliser. Et tous les mouvements de malades mentaux, toutes les associations d'anciens malades mentaux, de parents de malades mentaux, vont tous dans le même sens. Responsabilisation, inclusion sociale le plus possible et rétablissement, ce qui n'est pas la même chose que la guérison médicale. Les gens peuvent garder des symptômes, peuvent éventuellement garder des médicaments, mais ils doivent être rétablis. C'est-à-dire que c'est le mot anglais de recovery, qui est traduit en français par rétablissement, qui est une très bonne traduction. Et ça ne fait rien qu'ils aient encore des symptômes, ça ne fait rien qu'ils aient encore des médicaments. Si vous les écoutez, les gens qui sont rétablis, vous dites « j'ai tourné la page ». C'est derrière moi. Je suis quelqu'un d'autre. J'ai encore des problèmes, je me sens encore fragile, je fais attention quand je sens que j'ai des facteurs déclenchants qui peuvent de nouveau me faire tomber, mais je suis rétabli. Mais j'ai encore des symptômes, je prends encore des médicaments, c'est pas un problème. Voilà, donc c'est pour ça, j'associe un petit peu sur ce projet de loi, mais parce il peut pas, ça doit être sûrement plus compliqué que ça. Mais a priori, je suis opposé à ce que on fasse des lois aussi brutales, aussi je dirais, générales. Oui, ça doit être au cas par cas. Et finalement, en plus, il y a des gens qui sont psychotiques, qui travaillent dans la société, qui ont tout à fait la possibilité, tous ne sont pas internés, hein, et donc qui ont la possibilité même d'avoir effectivement une vie tout à fait normale. Et si dès qu'on est psychotique, on est privé de ses droits, c'est quand même assez grave. Ça entraîne une sous-citoyenneté. Qui n'est pas justifiée dans tous les cas. Bon, qui est quand même, qui est parfois justifiée, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut, à la fois, il faut que ça soit une protection, ça c'est vrai, mais quelquefois aussi dans la psychose, il y a un déni des troubles. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Entre le déni, la nécessité de protection et les réelles capacités de certains de gérer leurs biens et de gérer leur vie, quoi. D'ailleurs, il y a un livre en français qui vient de paraître, qui est celui qui parle du cas du fils d'Einstein, qui était donc schizophrène, et Einstein a voulu l'emmener aux États-Unis. Et en fait, il n'a pas pu aller aux États-Unis avec son père, puisqu'il était malade mental. Parce que on ne peut pas non plus circuler librement si vous êtes malade mental. Donc c'est ça, la sous-citoyenneté, c'est pas simplement... C'est une limitation des droits, c'est une discrimination. Certains pays n'acceptent pas les familles si elles ont un enfant malade mental, un enfant autiste, etc. Donc il y a une discrimination. Il faut lutter contre ça. Justement, la démocratie, c'est aussi l'égalité des droits. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir pareil, mais il y a une égalité des droits. Et donc, voilà. La plupart du temps, la fin d'une thérapie analytique, c'est l'adolescent qui la décide, parfois sur un passage à l'acte, parfois sur une absence. Mais ce qui est remarquable, moi je pense, c'est que si on considère que l'adolescence est un processus dans lequel se met en place finalement les structures, la fin de la structuration psychique de l'âge adulte,
En fait, il y a des choses qui disparaissent avec la fin de l'adolescence sans avoir besoin d'être forcément analysées, on va dire ça comme ça. Et ce qui se passe souvent, c'est que les adolescents ont été emmenés à un analyste, pas avec leurs propres demandes, soit l'école, soit les parents. Et finalement, quand tout s'est bien passé, ils ont découvert un petit peu ce que parler veut dire. Et éventuellement, en quoi cet espace de parole est un espace quand même de liberté. Et très souvent, ils reviennent avec leurs propres demandes, mais quelques années plus tard. Hein. Donc, c'est pas une fin de thérapie, c'est une fin qui a des critères que l'adolescent, il est devenu adulte et c'est pas forcément sa demande qui était à l'origine de ça. Et puis, quand il revient quelques années plus tard, s'il a envie de... Parce qu'il a compris ce que parler veut dire, eh bien, c'est sa propre demande. Voilà. L'altérité, ça commence par la manière dont on supporte la différence sexuelle. Donc, dans les sociétés un peu patriarcales, déjà, l'altérité, c'est déjà le statut de la femme aussi. Hein. Il y a la liberté de penser pour tout le monde et de se déplacer, c'est sûr. Mais la première différence, pour moi, un des organisateurs de la différence, c'est déjà la différence des sexes aussi. Donc, il est probable qu'on peut juger de la manière dont une société traite l'altérité, à la manière aussi dont ils peuvent laisser les femmes évoluer sans être en danger. Enfin, je trouve que c'est quelque chose d'assez fondamental. Alors maintenant, on peut opprimer les hommes, bien évidemment, mais ça, en général, ça ne dure pas. Au bout d'un moment, les dictatures et le dogme s'écroule. Ça s'est toujours vu comme ça dans l'histoire, en tous les cas. Par contre, l'oppression des femmes, c'est quelque chose qui a été constant. C'est très récent qu'on puisse supporter l'altérité féminine, quand même. Hein. Enfin, donc, moi, je vois ça comme un effort constant du côté de supporter la différence, à commencer, non pas forcément l'étranger, mais déjà la différence des sexes. Quoi. Mais tu dirais peut-être pas ça? Oui, je pense que le problème, c'est que la psychanalyse nous montre que le sujet, il est divisé. Donc il est déjà dans une altérité par rapport à lui-même, et il essaye toujours, de façon illusoire, à vouloir reconstituer une unité qui est fictive, et qui n'arrivera jamais à reconstituer. Et c'est une sorte de moi parfait qui n'arrivera jamais à être atteint. Et je pense que déjà, la capacité à supporter cette division est déjà un pas très important pour le sujet. Et dans le groupe et dans la société, il va y avoir des appels à l'unité, des appels à l'unification, et donc à effacer la différence, à effacer l'altérité. Et ça peut aller jusqu'au totalitarisme, où tout le monde doit être pareil, où tout le monde doit obéir de la même façon, tout le monde doit être aux ordres. Mais ça se manifeste aussi dans les démocraties, où on a des tensions quand même entre... C'est plus l'altérité, c'est ce qu'on appelait le narcissisme des petites différences, c'est-à-dire les gens qui veulent absolument montrer leur, non pas leur altérité, mais que moi c'est pas pareil. Alors du coup, ça donne lieu à des refus qui ne sont pas des refus d'altérité, qui sont des refus de, je dirais, de narcissisme de petites différences. Donc il faut faire la distinction. Je pense que le refus de l'altérité est toujours nocif pour une société, mais le refus des narcissismes des petites différences est parfois nécessaire, parce que ça permet quand même de faire avancer la pensée, ça permet de faire avancer les institutions, ça permet de faire avancer la société. Sinon, on a une espèce d'individuation, d'individualisme forcené, où là, c'est plus de l'altérité, c'est vraiment de la, je dirais, de la dispersion générale, et il n'y a plus d'éléments communs
Alors l'altérité, oui, mais aussi des choses en commun quand même, parce que sinon ben, on ne construit pas, quoi. On reste dans une espèce d'individualisme forcené. Et puis bon, bien sûr, la question du féminin est fondamentale, parce que la première des altérités, c'est quand même l'altérité des sexes. Et ça, je pense que l'oppression des femmes, le refus du féminin, tout au long de l'histoire, et les nouveaux totalitarismes, en particulier les totalitarismes religieux, sont fondés sur l'horreur du féminin, la peur du féminin, l'horreur du féminin, et tous ces totalitarismes ont en commun d'opprimer les femmes et de les cantonner à un rôle de mère ou un rôle, je dirais, socialement inférieur, et c'est, à mon sens, une régression majeure de la pensée, de la société et de la politique. Ben, moi, je veux dire, je pense que du temps du communisme, moi j'ai pas vécu, parce que je vivais en France, je pense que c'était un discours universitaire, c'était une bureaucratie qui savait tout sur tout et qui savait tout ce que tout le monde devait faire. Donc chacun était à sa place, alors il y avait des dissidents, des gens qui refusaient, qui étaient éventuellement assimilés à des malades mentaux, comme ça se faisait en Union soviétique, mais globalement tout le monde avait sa place parce que c'était un discours universitaire où il y avait ceux qui savaient et les autres, il y avait une hiérarchie dans le savoir et comme ça. Et du coup l'école était à l'unisson, c'est-à-dire effectivement on enseignait pourquoi pas Karl Marx à la maternelle, ce qui est une absurdité, j'exagère à peine. Donc on avait comme ça le savoir officiel et c'était un discours universitaire généralisé. Depuis, ce discours, ce régime s'est effondré et probablement qu'il y a une crise, c'est-à-dire que par quoi le remplacer. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on arrive, en tout cas en Occident, en France en particulier, on arrive à une psychiatrisation de plus en plus de l'enfance. C'est-à-dire comme il y a une crise de l'enseignement, que les enfants reçoivent de moins en moins ou refusent le savoir, ils ont des troubles du comportement et on psychiatrise ces comportements. On dit que ce sont des malades, ce sont des hyperactifs, ce sont des troubles oppositionnels avec provocation, ce sont des bipolaires, enfin on donne tout un tas d'étiquettes à des enfants qui ont des comportements de refus de l'autorité, de refus du système éducatif, du refus du système familial, etc. Et du coup, cette psychiatrisation est très dangereuse, est très nocive et très stigmatisante, mais surtout, ça empêche les innovations pédagogiques. C'est-à-dire qu'au fond, on s'interroge plus sur comment on enseigne aux enfants. Il fut une époque où, dans les années 60, 70, il y avait énormément d'innovations pédagogiques. On cherchait à comment enseigner au mieux aux enfants. Et les endroits où on continue à faire des innovations pédagogiques, c'est là où il y a le moins de diagnostics psychiatriques, comme par hasard. C'est-à-dire quand l'institution se met en cause, quand l'institution innove, en particulier sur la transmission du savoir, et ben, l'institution scolaire, puisque c'est ça votre question, et ben, on s'aperçoit qu'on a moins tendance à avoir des comportements aberrants de la part des enfants, et on a surtout moins tendance à les étiqueter psychiatriquement, parce que justement l'institution ouvre le dossier, je dirais, de la pédagogie. Donc ça se pose peut-être particulièrement dans les sociétés ex-totalitaires, mais sachez qu'en France, où on n'avait pas une société totalitaire, on a les mêmes problèmes, c'est-à-dire que la recherche pédagogique est de moins en moins favorisée. Maintenant, bon, bah, s'il y a un comportement de l'enfant qui ne va pas, c'est que l'enfant est malade. C'est pas que l'institution se pose des problèmes, c'est que l'enfant est malade, donc il faut le soigner. Éventuellement lui donner un médicament, parce que s'il est malade, c'est probablement son cerveau qui dysfonctionne. Je caricature, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et en plus, il faut se mettre à la place des professeurs qui ont des tas d'enfants, qui ont des tas de comportements hors de contrôle, et du coup, il est logique qu'ils réclament qu'on calme le jeu, et pourquoi pas
qu'on donne des médicaments. C'est pas des gens méchants, mais ils ne peuvent plus travailler. Il y a une telle... Et moi, je répète, ça tarit complètement l'innovation pédagogique, ce qui est un drame. Parce que précisément, comme le disait Hannah Arendt, l'une des plus belles choses qu'on puisse... l'enfant qui vient au monde, eh ben, il reçoit en héritage tout le savoir, il reçoit en héritage tout ce qu'on va lui transmettre, et si on ne sait plus comment le transmettre, eh ben, la société va être de plus en plus problématique, hein, parce que la transmission du savoir et les modalités de transmission du savoir, c'est un renouvellement de la vie, un renouvellement de la vie sociale qui est absolument indispensable. On ne peut pas laisser simplement la technique évoluer, il faut aussi que les gens prennent en compte la façon dont on transmet cette technique, le pourquoi on transmet cette technique. Comme disait Rabelais, science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. C'est-à-dire qu'il faut aussi que la science et la technique soient, je dirais, non pas contrôlées, parce que c'est absurde, mais soient quand même agrémentées d'une réflexion sur la façon dont on transmet le savoir, en particulier avec les nouvelles technologies, les nouveaux instruments de communication, c'est très important. Et on pourrait les utiliser dans des fins pédagogiques. Et actuellement, on en parle uniquement en termes d'addiction. On dit les enfants, les adolescents en particulier, sont addicts. Mais on n'en parle plus du tout en termes ou de moins en moins, en termes de techniques qui permettent justement des nouvelles approches pédagogiques, qui permettent des nouvelles approches du savoir, etc. C'est dommage, mais ça peut se modifier. Hein. Donc votre question, moi c'est à ça que ça me fait penser. Hein. Peut-être pas le sens de votre question, mais c'est comme ça que je l'entends.